Mais le risque que le Parti socialiste disparaisse, est-ce que c'est pas aussi que dans la tête des gens, entre guillemets, l'idéologie du système, le mouvement d'Emmanuel Macron se place ensuite à gauche pour prendre le vide qu'a laissé le Parti socialiste? Il a même pas besoin de faire ça, puisque lui est vraiment le candidat du mutisme absolu. On a rarement vu une telle aptitude à parler pour ne rigoureusement rien dire. Le Gorafi, avec Malice, a fait un titre d'article qui disait, à peu de choses près, Emmanuel Macron s'engage à dévoiler son programme après son élection. Et je pense qu'on ne pouvait pas mettre davantage dans le mille. Voilà. Bon, alors il y a On y aurait beaucoup à dire là-dessus. Moi, voilà, je voulais, si vous voulez, je ça va vous paraître un peu bouffon, mais je voulais, parce que c'est bouffon de s'auto-commenter, mais je voulais faire référence à un texte que j'avais écrit il y a 10 ans exactement. C'était en 2007, pendant la campagne présidentielle de 2007. Un papier injustement apprécié, j'ai trouvé, dont le titre était le suivant: Le centrisme comme erreur anthropologique et Bérou comme vote révolutionnaire. Alors, la majorité des gens n'ont lu de l'article que la deuxième partie du titre. Et pour les plus bêtes d'entre eux, avaient retenu que j'appelais à voter Bérou. Ce qui, sans autre forme de précision, était bizarre en effet. D'ailleurs, bon nombre d'amis tout à fait bienveillants n'ont pas manqué de me faire remarquer que je devais être à moitié idiot pour lâcher des choses pareilles dans la nature. En réalité, ce qui comptait surtout, c'était la première partie de la proposition. Alors, j'ai envie de réactiver ce papier, si vous voulez, parce que je n'y changerai pas une virgule, même rendu au dernier degré du tourment, et que le papier vaut par simple substitution du nom de Macron à celui de Bayrou. Et que la partie intelligente ou intéressante du texte, c'était la première, c'était l'idée du centrisme comme erreur anthropologique. Alors évidemment, vous voyez, c'est compliqué cette histoire, parce que pour qualifier une position politique d'erreur anthropologique, il faut avoir un peu de biscuit. Mais il m'avait semblé en avoir à l'époque. Et le biscuit, il est là. Pourquoi est-ce que le centrisme? Pourquoi est-ce que le ni droite ni gauche, ou le et droite et de gauche? Pourquoi est-ce que ce sont, avant d'être des erreurs politiques, avant d'être des catastrophes politiques, pourquoi est-ce que ce sont des erreurs intellectuelles profondes, des erreurs qu'on peut qualifier d'anthropologiques? Parce qu'elles sont la négation d'un fait anthropologique que je trouve tout à fait fondamental, qui est la conflictualité intrinsèque du social. Le social est zébré de violence. Le social est traversé de lutte, il est traversé d'antagonisme. Il n'est pas que ça. Il n'est pas que lutte, conflit et violence. Violence sociale, violence symbolique, violence physique parfois, violence policière. Il n'est pas que ça, il est aussi altruisme, coopération, entraide, etc. Mais ne pas voir cette part de conflictualité, cette part d'antagonisme et de violence dans le social, c'est se vouer à une anthropologie politique dont je dis qu'elle est nulle et non avenue. La politique, d'une certaine manière, c'est l'institutionnalisation, c'est la mise en forme institutionnelle de cette violence fondamentale. Et cette violence fondamentale s'exprime sous sa forme sublimée en politique au travers de la polarité droite-gauche, qui à ce titre est une polarité absolument structurante. Elle est l'expression princeps de la conflictualité fondamentale du social réexprimée en conflictualité politique réglée. Si bien que imaginer que cette conflictualité-là puisse être dépassée, c'est se vouer au pire retour du refoulé. La violence reviendra, et elle reviendra sous une forme tératologique, c'est-à-dire sous la forme d'extrême droite, sous la forme Trump. C'est ça, Trump, Le Pen, tout ça, c'est le produit de la dénégation de la conflictualité politique instituée. C'est le produit direct de la dissolution de la polarité droite-gauche dont il faut bien voir que sa profondeur est infiniment plus grande que ce qu'en donne à saisir la polarité, les républicains, les socialistes ou n'importe quoi d'autre. Vous voyez? Alors, le pire dans cette affaire, c'est que cette idée irénique d'une sorte de concorde,
d'une sorte de dépassement de la conflictualité qui se réexprime à chaque fois lorsqu'on voit ressurgir cette ineptie de l'Union nationale, le gouvernement d'union nationale qui rassemblerait toutes les bonnes volontés, toutes ces conneries du genre la Fondation Saint-Simon ou bien la République des idées, qui voulait dépasser précisément le conflit en faisant se rencontrer la gauche modérée et la droite intelligente ou l'inverse, je ne sais plus. Voilà. Tous ces trucs-là sont des désastres. Ce sont des désastres et qui s'expliquent par une raison très forte. C'est que le corps social, ayant confusément conscience de cette violence qui l'habite et qui le traverse, voit ce point oméga de la concorde et du conflit dépassé, si vous voulez, comme une espèce de promesse. C'est un attracteur d'une force absolument incroyable. Il n'y a qu'à voir comment les gens réagissent à ça. Oui, il faut dépasser nos conflits, il faut qu'on se mette tous ensemble, etc., etc. Alors, voilà, moi, j'ai eu une éducation religieuse, catholique, dont je n'ai strictement rien fait, sinon me faire chier au catéchisme et me faire traîner comme une valise à l'église par mes parents. Moyennant quoi, quand même, j'ai mis les pieds à l'église. Et il m'en est resté quelques souvenirs. Mais alors, vous voyez, des souvenirs sensibles, comme chez Proust. Bon. Alors, l'Eucharistie à l'Église, pourquoi est-ce que l'Eucharistie est un moment si intense ? Précisément parce que c'est un moment de communion affective, c'est un moment de fusion passionnelle, c'est un moment de suspension de tous les conflits, de toutes les violences, de toutes les divisions. Et les gens sont bouleversés par ça. Quand ils se mettent à chanter le Gloria ou le Credo, etc., et qu'ils le chantent tous ensemble, ils sont unis par cette croyance commune, et forcément, ça les transporte. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, parce que ça repose sur des ressorts passionnels qui sont extrêmement puissants. Évidemment, il suffit qu'ils retraversent le seuil de l'Église pour retourner à leur vie ordinaire, et tout fait retour instantanément. La violence, les oppositions, le racisme social, le mépris, tout ce que vous voulez. Mais pendant ce temps magique de suspension du conflit, alors c'est comme une grâce. Mais la grâce, si vous voulez, il faudrait en faire une théorie anthropologique. Alors évidemment, pour ceux qui ne participent pas de la croyance commune qui unit les fidèles au moment de l'Eucharistie, tout ça semble extrêmement bizarre. Alors ils regardent d'un air interloqué ou d'un air moqueur. Mais peut-être que ceux-là qui regardent d'un air interloqué, le soir même du dimanche, ils vont aller au stade. Et au stade, il va se passer exactement la même chose. Ils seront en proie à la même fusion passionnelle derrière le club. Alors évidemment, le stade est un espace socialement différencié. Il y a les tribunes pour les riches, il y a les virages pour les pauvres, etc. Mais tous crient pour la même chose. Et tous sont temporairement unis derrière la même chose. Et c'est la même Eucharistie qui se produit au stade, formellement parlant, j'entends. Elle peut atteindre des niveaux absolument extrêmes. On a connu ça. Moi, je me souviens du 12 juillet 1998. Qu'est-ce qui a fait ce souvenir extraordinaire du 12 juillet 1998 au soir sur les Champs-Élysées ou partout en France? C'était ça, c'était la communion sociale, c'était l'abolition temporaire de toutes les différences. C'était les gosses des quartiers qui se jetaient dans les bras des fils de bourgeois, etc. Moi, j'étais, comme sans doute beaucoup d'entre vous, ce soir-là. Et c'était évidemment un transport passionnel et social, évidemment voué à être éphémère. Voilà. Mais c'est pour ça, si vous voulez, je fais tout ce détour pour vous expliquer combien il y a là un attracteur passionnel et anthropologique d'une force absolument incroyable qui donc magnétise les croyances ou les représentations politiques. Mais à tort, parce que j'y reviens, la conflictualité déniée fait toujours retour et le plus souvent de la pire des manières. Donc, c'est pour ça que Beyrouth c'était une catastrophe. Alors, c'était une catastrophe dans laquelle il y avait un espoir politique, mais alors de cuisine, c'était là aussi de fracturer le Parti socialiste. C'est pour ça que je trouvais que c'était le vote révolutionnaire. Voilà. C'était une erreur anthropologique, mais ça aurait permis de fracturer le Parti socialiste. Bon, Macron, c'est peut-être pareil. Ça peut fracturer le Parti socialiste. Mais en attendant, si vous voulez, Macron, alors évidemment, parce que sur fond, vous voyez, de tout ce tableau passionnel et anthropologique que je viens de décrire, il y a des opportunistes qui s'activent. Donc Macron, il ajoute à l'erreur anthropologique le mensonge politique. Parce qu'évidemment, ni de droite ni de gauche, ou bien et de droite et de gauche, ça finira comme toujours, de droite. Et c'est ça le programme de Macron. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas parler. Parce que son programme est si manifestement de droite que le dire, le dévoiler simplement, ce serait ruiner la fable, la fiction du et de droite et de gauche. Celle dans laquelle, d'ailleurs, communient tous les éditorialistes, tous les experts, etc., qui était cette espèce de nuage de fumée qui permet précisément de s'adonner sans retenue à une politique de droite.
une fois qu'on a dit qu'on n'était ni de droite ni de gauche. Bon, voilà, c'est ça la situation présente. C'est pour ça que c'est le candidat mensonger et toxique par excellence. Et d'ailleurs, qui tend un bras à gauche, un bras à droite. Voilà, comme dit, Jésus. Je vous le dis, mes amis, je vous le dis. Alors, vous voyez, on a nos Jésus de pacotille. Bon, bah, c'est l'époque qui veut ça. Voilà, c'est un Christ de kermesse.